Bonjour, Métamorphose a le plaisir aujourd'hui de recevoir James Dunn. Pouvez-vous vous présenter et pouvez-vous nous expliquer dans quel cadre vous avez été amené à lancer une alerte? Bonjour, j'ai j'ai travaillé pour une entreprise confidentielle défense spécialisée dans les technologies de Deep Packet Inspection, c'est-à-dire l'inspection en profondeur des paquets numériques qui permettent de tout voir sur vos activités sur Internet et en téléphonie mobile. Ces technologies sont de double usage, c'est-à-dire ils peuvent être utilisés pour permettre aux opérateurs de facturer leurs clients. Il faut savoir ce que vous faites avec votre téléphone pour pouvoir vous facturer. Mais ils peuvent aussi être utilisés pour la surveillance, y compris la surveillance de masse à l'échelle d'un pays, comme la France, la Libye, la Syrie. J'ai travaillé pour l'entreprise Cosmos de 2005 à 2012. J'ai été responsable de la documentation technique et donc je documentais tous les logiciels et matériels que nous fournissions aux clients. Dans le cadre de mon travail, j'ai premièrement alerté en interne, au sens, quand je dis alerter, poser une question par rapport aux dérives possibles de notre technologie. Et j'ai demandé à Cosmos quel était son code de conduite, s'il avait un code de conduite éthique. C'était en octobre 2007. En 2011, j'ai appris, comme tout un chacun, que l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé a été impliquée dans le contrat Eagle. Eagle, je savais qu'on avait travaillé dessus pendant 20 mois, de 2007 à 2008, mais j'ignorais à l'époque le destinataire final, qui était le régime libyen de colonel Kadhafi. Nous avons appris en novembre 2011 par un article de l'agence Bloomberg que nous étions impliqués également dans le contrat Asphodor destiné à mettre le peuple syrien sous écoute pour le régime de Bachar el-Assad. À ce moment-là, vous avez obtenu des soutiens de vos collègues? À ce moment-là, je n'avais pas encore alerté. C'est pas une alerte au sens en interne, c'est plutôt à tenir une position éthique en interne qui vous crée des soucis, évidemment. Mais j'ai alerté seulement en mettant des documents sur French Leaks mai 2012. Avez-vous obtenu des soutiens externes et comment se sont-ils manifestés? J'ai été licencié donc en décembre 2012 pour faute lourde, ce qui est plus grave que faute grave, puisque c'est lourd de conséquences. Et au mois de mai 2013, j'ai témoigné au pôle crime contre l'humanité. C'était le 23 mai 2013, on est donc une dizaine de jours avant les premières révélations Snowden. Donc j'ai témoigné dans le cadre de l'information judiciaire qui avait ouverte visant Cosmos, dont j'étais le salarié, pour complicité de torture. C'est-à-dire ayant fourni des moyens de répression technologique au régime d'Assad. Pour la FIDH, Cosmos faisait complicite des exactions commises par le régime. Donc, après avoir témoigné au pôle crime contre l'humanité, j'ai commencé à parler aux journalistes. Et c'était exactement au même moment que des révélations Snowden. En quoi une alerte est-elle spécifique quand elle touche le secret défense? Cosmos est devenu entreprise confidentielle défense au printemps 2009. Les résultats pratiques de ce changement de statut faisaient que
l'entreprise physiquement a été sécurisée. On a enlevé toutes les fenêtres donnant sur l'extérieur. On les a remplacées avec les fenêtres blindées. On a mis des détecteurs de mouvement et de chaleur à l'extérieur des locaux. On a mis des portes blindées. On a mis des portes blindées même pour certaines salles à l'intérieur de l'entreprise. Et on a filmé en permanence l'intérieur des locaux. Mais en même temps que ce dispositif sécuritaire, il y a eu une nouvelle loi de programmation militaire qui était en cours d'écriture et qui a été votée le 10 juin 2009. Cette loi étendait les périmètres du secret défense pour couvrir aussi les entreprises privées travaillant avec l'État, ce qui était tout à fait nouveau. Il y a eu un autre changement en profondeur dans le cadre de cette loi de programmation militaire 2009, qui était de remplacer le mot renseignement par le mot information, y compris des données au réseau. Et ce changement est un changement un peu plus radical, puisque un renseignement est établi par les gens habilités et il est fondé sur des éléments concrets, alors qu'une information ou une donnée réseau, c'est tout ce qui existe sous le soleil. Donc, ce changement donc, de statut de Cosmos se faisait aussi avec un changement dans la législation française, un changement que le président de la commission des lois de l'époque qualifiait de immense danger, que le syndicat de la magistrature qualifiait d'une révolution dans le droit français et qui créait des zones de non-droit et des îlots, des citadelles d'impunité. Donc, à partir du 10 juin 2009, j'ai travaillé pour une entreprise confidentielle de défense, couverte par le secret défense, et que les magistrats de l'époque qualifiaient de citadelle d'impunité et que le président de la commission des lois qualifiait de zone de non-droit. À partir de ce moment, vous avez un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur de l'entreprise, puisqu'on est des citoyens, on a une conscience par rapport au droit à l'information et à la transparence, et en même temps, on se trouve dans une entreprise où on peut tout faire sans que les justices puissent s'en mêler. Si vous couplez ça avec le fait que nous travaillons sur des technologies qui peuvent se prêter à des usages qui posent question, des usages comme la mise sous surveillance d'un pays, on est dans un contexte un peu inquiétant où la transparence n'a pas sa place. Alors justement, est-ce que l'aide aux lanceurs d'alerte doit-elle passer par un dispositif public ou doit-elle rester au niveau de la société civile et des associations dans ces cas-là? Déjà, des différentes situations donnent lieu à des différentes nuances à ce terme de lanceur d'alerte. Je préfère citoyen qui lance une alerte comme expression, mais chaque situation est différente et il y a peut-être même dans un sens, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Où j'aurais pu ne pas en être. C'est-à-dire, j'ai tenu un discours à l'intérieur de l'entreprise et un positionnement qui était éthique, qui était explicitement éthique à partir de 2007. Quand les informations commençaient à filtrer dans la presse en 2011, j'ai connu une situation de harcèlement moral parce que j'étais têtu, parce que j'ai considéré des questionnements légitimes par rapport à notre activité. Alors, justement, avez-vous obtenu des soutiens de vos collègues à ce moment-là? Non. Quand vous êtes dans cette situation, en fait, il y a une sorte de chape de plomb qui tombe sur tout le monde et personne n'ose parler de ce qui se passe. Même après avoir appris
qu'on travaille tous les jours sur un programme destiné à Bachar el-Assad. Euh, Personne s'est levé les mains pour dire non mais c'est pas possible ou c'est terrible. Évidemment ceux qui savaient depuis le départ disaient rien. Mais on était nombreux à apprendre pour qui on travaillait. Et c'était étonnant de constater le silence qui accompagnait cette relation. L'alerte interne puis externe, c'est le processus qui est retenu par la loi Sapin 2. Cette façon de faire, donc alerte interne et externe, était-elle adaptée à votre cas et d'une façon plus générale à la délivrance de cette alerte? En janvier 2013, le CEO de Cosmos, Thibaut Bechtold, a avoué aux enquêteurs, dans le cadre de l'information judiciaire, il a avoué connaître le destinataire final dès le départ. Cela a montré que son discours, à partir de novembre 2011, au sein de l'entreprise, était mensonger. Mais aussi, ça montre que ça ne sert à rien d'alerter en interne à une direction qui a signé des contrats pour lesquels vous alertez. Donc, ce serait absurde d'aller voir la personne qui a signé le contrat pour lui parler du contrat que vous venez de couvrir. Est-ce que vous payez maintenant les conséquences en ayant effectué, en ayant dénoncé ces agissements? On paye sur le champ, en fait, c'est en perdant sa santé au sein de l'entreprise et en étant obligé d'engager des longues procédures juridiques, alors que sa santé est démunie, qu'on n'est plus haut dans l'entreprise, qu'on est licencié. Donc on n'a plus les moyens et c'est à ce moment-là où c'est le plus difficile. Heureusement, j'ai retrouvé du travail. C'était long, mais ça y est. Aujourd'hui, je ne paye plus les conséquences dans ce sens. Alors justement, pouvez-vous nous parler de votre reconstruction professionnelle? Comment elle se passe? J'ai retrouvé du travail en janvier 2016. J'étais à deux doigts de la rue à ce moment-là. J'ai été transparent avec mon employeur et on s'est mis d'accord entre nous pour ne pas en parler au sein de l'entreprise. Donc, mes collègues ont découvert, dans le cadre d'un documentaire sur Arte, il y a quelques mois, que j'étais lanceur d'alerte. Mais j'ai eu le bonheur de pouvoir travailler avec eux pendant 18 mois avant qu'on me recolle ce statut sur le dos. Alors, justement, doit-on privilégier une alerte anonyme et est-ce vraiment possible? Le premier article de presse, j'ai voulu rester anonyme et les journalistes m'ont dit ça va durer 2 semaines votre anonymité. Donc on s'est dit ok d'accord on y va et donc j'ai fait ça visage dévoilé. Mais une alerte n'a pas les mêmes forces quand c'est anonyme. J'ai pas la réponse vraiment à cette question. Il y a peut-être des situations où il vaut mieux être anonyme. Il y a eu une autre personne au sein de Cosmos qui a fourni des documents sans que on dise qui c'est. Ça dépend du cas. En fait, vous avez lancé une alerte, mais dans un cadre bien particulier. Votre entreprise était soumise au secret défense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la spécificité justement de lancer une alerte dans une entreprise ou par une entreprise qui fait partie du secret défense? Dans le cadre d'une entreprise confidentielle défense comme Cosmos, tout le monde n'est pas habilité secret défense. Il y a des personnages clés qui le sont. Je n'étais pas, donc je crois que c'est beaucoup plus contraignant pour quelqu'un qui est
habilité confidentielle défense ou secret défense de parler. Je n'avais pas cette contrainte. Et en même temps, toute la difficulté, les locaux des entreprises comme Cosmos sont surprotégés à un point où ce que Edoui Plenel appelle les curiosités légitimes de la justice sont inopérantes. On ne peut perquisitionner un tel endroit, alors que l'entreprise Aria, avec qui Cosmos travaillait pour la série, a été perquisitionnée par la justice italienne. Ce statut a créé des situations un peu loufoques. Un jour, en rentrant chez moi, je trouve dans ma boîte aux lettres un petit bout de papier, contactez-moi. En fait, c'était les gendarmes de la section de recherche de la gendarmerie de Paris qui, vu le fait que Cosmos était confidentiel défense, avaient un mal fou à mener l'enquête préliminaire en cours et qui me donnaient rendez-vous dans la rue puisqu'ils ne voulaient pas venir chez moi. Et donc, on s'est vu dans la rue, comme dans des petits films d'espionnage, puisqu'il cherchait des informations off ou des tuyaux pour pouvoir avancer. Donc, c'est dommage que la loi française oblige la justice française d'agir de cette manière. Il n'a plus les moyens face à un tel statut. Cela étant, l'enquête préliminaire a duré 20 mois, mais elle a abouti à une information judiciaire. Et après 12 mois d'information judiciaire, Cosmos s'était mis sous le statut de témoin assisté. Donc, le dossier n'est pas aussi vide que Martel, l'avocat de Cosmos. Donc, cela dit, Amesis est sous le statut de témoin assisté aussi, dans le cadre d'une information judiciaire pour complicité de torture concernant la Libye. Donc, nous avons ce cas de figure avec deux entreprises françaises travaillant main dans la main avec les renseignements français qui ont fourni des moyens de surveillance de masse et des dictatures notoires sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a invité ces deux dictateurs notoires en France. Donc, vous collez un secret défense là-dessus et là, vous êtes tranquille. Donc, c'est même un miracle que ces informations judiciaires ont pu aller aussi loin. Donc, la FIDH demande depuis 2 ans, alors on a tous les éléments pour mettre en examen Amesis. Ça ne s'est pas fait. De plus, nous avons appris en décembre 2017 que la même entreprise a fourni la même technologie à l'Égypte en 2014. Et il a eu le feu vert de l'État français, qui avait créé une commission spécialement après le scandale de la Libye pour contrôler l'exportation des technologies de surveillance de masse vers des dictatures. Donc, cette commission établie a été saisie par Amesis et a décidé que leur technologie était non soumise, alors que c'est la même technologie pour laquelle qui a donné lieu à l'existence même de cette commission. Donc, on voit que les droits de l'homme pèsent très peu dans les jeux de stratégie ou de géopolitique. Au moins, c'est clair, quand Amesis est de nouveau poursuivi pour avoir fourni des technologies à l'Égypte, elle est toujours au statut confidentiel défense concernant la Libye. Mais rien ne change. La seule chose qui change cette fois, c'est le flagrant complicité de l'État français ayant jugé, dans le cadre de cette commission, que cette technologie était non soumise à
façon contrôle.